ne laisse jamais en arrière un soldat. C'est l'une des devises de l'armée israélienne qui a commémoré les 70 ans du jour du souvenir en mémoire des soldats disparus sur le champ de bataille. On recevra dans un instant une enquêtrice de l'unité qui procède aux recherches. Mais l'actualité, c'est aussi ces attaques sur le terrain. Un peu plus de 48 heures. C'est le temps qu'il aura fallu au service de renseignement israélien pour localiser et lancer l'assaut contre Omar Abou Leila, responsable de l'attaque mortelle du carrefour d'Ariel. On en parle avec le général de réserve Eitan Dangon dans un instant. C'est aussi le premier titre du Flash Actu Défense de Miri Maman. Bonsoir Mary. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Oui Mathias, la chasse à l'homme aura duré un peu plus de 48 heures. Les forces israéliennes ont réussi à repérer, débusquer, encercler et finalement neutraliser le terroriste d'Ariel. Le Palestinien se terrait dans un bâtiment situé dans un village proche de Ramallah. Un échange de feu a éclaté entre Tsahal et des habitants du village. Le terroriste a été abattu. Le Premier ministre et ministre de la Défense, Binyamin Netanyahou, a félicité les forces de sécurité d'avoir éliminé rapidement l'auteur de l'attentat d'Ariel, responsable de la mort de Gal Keidan, soldat de 19 ans, et du rabbin Riyad Ettinger, 47 ans et père de 12 enfants. La troisième victime, Alex Dvorsky, est toujours hospitalisé, mais les médecins ont réussi à le stabiliser. On reste en Cisjordanie, à proximité de Naplouse cette fois. Des terroristes en voiture ont lancé des explosifs en direction d'un véhicule de Tsahal qui assurait la protection des fidèles juifs au tombeau de Joseph. Un bulldozer de l'armée israélienne présent sur place est très rapidement intervenu. Il a foncé sur le véhicule et l'a renversé. Au même moment, des soldats ont ouvert le feu, abattant les deux terroristes. Violence toujours à Gaza cette fois. Tsahal a frappé hier soir deux positions du Hamas. Une riposte au lancer de ballons incendiaires. Plusieurs d'entre eux ont atterri côté israélien dans la région d'Eshkol. Ces lancers ont repris de plus belle. La saison s'y prête. La pluie se fait plus rare et du coup, ces ballons incendiaires pourraient provoquer plus de dégâts. On se souvient des incendies géants de l'année dernière, surtout pendant les mois d'été. Enfin, on termine, Mathias, sur ces images, le test réussi du système de missiles Arrow 3, un test mené en coopération entre Israël et les États-Unis. Baptisé également Fronde de David, ce système doit compléter le dispositif d'interception de missiles de toute origine, Iran, Hamas, Syrie, Liban, qui pourraient menacer Israël. Voilà Mathias, c'est la fin de ce journal Sécurité et Défense. Je vous laisse en compagnie de vos invités. Excellente soirée. Merci Mary. Première invitée aujourd'hui, Eitan Dangon, général de réserve de l'armée israélienne. Vous étiez coordinateur militaire dans les territoires. Première question, ça ne peut plus être que logique, Eitan Dangon. Cette opération des Yamam, hier l'unité d'élite de la police israélienne, c'est avant tout celle des renseignements israéliens, selon vous, celle du Shabak? Bonsoir. Du point de vue de l'objectif, c'est un succès rapide dans la traque, sur le plan du principe. Le succès est mesuré en fonction des dangers mais le résultat n'était pas bon que ce terroriste ait pu s'emparer d'une arme et tuer des Israéliens. Et ça a mis 48 heures pour l'identifier. Mais là, nous devons vraiment vérifier la manière, les résultats de cette opération. Du point de vue de l'opération menée par Yamam, c'est vraiment un succès et surtout du renseignement dans un terrain de population civile palestinienne, entouré par des complices locaux. Et en 48 heures, il n'a refusé de se rendre et Tsahal a dû utiliser des armes pour se défendre et il a été tué car il était armé et était une menace pour le secteur. On ne peut s'empêcher, général Dangon, de penser qu'Omar Abou Leila n'a pu être localisé sans la coopération de l'autorité palestinienne. Est-ce que c'est votre sentiment ? L'action a été basée sur le renseignement, un renseignement technologique qui est utilisé dans des conditions de terrain très difficiles. Et une autre possibilité, il y a aussi une coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne qui se fait à différents niveaux. Et cette coopération a été utilisée à plusieurs reprises pour
pour le situer. Quel était le rôle de l'autorité palestinienne? Je ne sais pas, mais ça fait partie de l'opération de renseignement pour pouvoir avoir une image très claire de la situation et de définir les objectifs. Cela veut dire que vous, quand vous étiez coordinateur des militaires des territoires, vous étiez en coopération ou vous le rencontriez également, le chef des Mukhabarat, des renseignements palestiniens? La coordination sécuritaire avec les Palestiniens se divise en plusieurs niveaux. Un niveau politique en Cisjordanie, un niveau d'officiers supérieurs des services de sécurité palestiniens et dans des secteurs du terrain. La coordination sécuritaire qui a plusieurs branches, selon les branches de services de sécurité, et tout pour le même objectif. Est-ce que vous avez le même sentiment que les experts en sécurité aujourd'hui de voir qu'il y a une professionnalisation des loups solitaires? Est-ce qu'il y a presque une expertise des loups solitaires? On a l'impression que ce ne sont plus des éléments qui se réveillent un beau matin et qui passent à l'action, mais véritablement, il y a un mode plus professionnel. Le terrorisme individuel, comme nous voyons dans cette vague de terroristes, c'est spécialisé. Tout d'abord, il faut voir quels sont ses objectifs. C'est l'incitation du Hamas et ajouter à cela l'incitation de l'autorité palestinienne et des réseaux sociaux. C'est les opérateurs de ce terrorisme. Ça commence par le terrorisme des couteaux, après l'utilisation d'armes et des tirs sur des routes, des arrêts de stop, mais il n'est fait aucun doute qu'il y a une chose de base. Un terroriste amène un terroriste. Et l'action sur les réseaux sociaux apporte d'autres terroristes. Et dans ce cas-là, comme d'autres cas, notamment le meurtre de Barkat, ils utilisent ces opportunités. Et je ne sais pas, il faut attendre l'enquête. Il est possible que le même terroriste voulait tuer. Et de là, il a volé une arme, il a pris un véhicule, mais c'est clair que d'une manière ou d'une autre, il a obtenu une aide de complices locaux. Mais si c'était au niveau, oui. Le tir sur les routes et avec des armes, c'est vraiment l'action terroriste la plus grave. Et il n'est pas sorti des petits groupes ou un individu ou une famille. L'objectif, celui qui incite, c'est le Hamas et les radicaux du Hamas dans les territoires, parce que le Hamas, c'est le problème local entre Gaza et la Cisjordanie aux côtés de l'autorité palestinienne. Mais le Hamas s'est amélioré, s'est professionnalisé et nous nous trouvons dans une époque d'une augmentation de la vague de terrorisme. Un acte comme ça en amène d'autres et ça peut arriver à une utilisation plus large d'armes dans une situation très sensible. Général Dangote, que cherche le Hamas aujourd'hui, que ce soit dans les territoires ou que ce soit dans la bande de Gaza? On est possiblement à la veille d'une guerre dans le sud. Jusqu'à quand? Que cherche le Hamas? Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a déjà commencé il y a un an. Le Hamas est en détresse stratégique. Détresse stratégique, tout d'abord, d'un point de vue organisationnel. C'est une organisation qui ne regarde pas à court terme, mais c'est une organisation radicale qui regarde à long terme, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, qui veut tuer des Juifs, qui cherche à mener des actes terroristes de manière à contrôler l'autorité palestinienne après le départ d'Abou Mazen. Ajoutez à cela la détresse qui vient de la politique égyptienne qui ferme sa frontière avec Gaza, l'économie qui est en détresse, l'économie de Gaza et les Égyptiens ont fermé toutes les entrées de la bande de Gaza, plus un problème économique et social extrêmement difficile.
Ça ne veut pas encore dire que le Hamas contrôle la situation, mais le Hamas doit régler sa détresse en ouvrant les passages avec l'Égypte, améliorer son emprise sur la bande de Gaza et continuer à mener des actes terroristes et se diriger vers une politique de contrôle de la Cisjordanie et d'attentats à Jérusalem et dans la bande de Gaza, prendre les localités périphériques de la bande de Gaza comme objectif pour avoir des succès. La question est à Dangot, et ça, vous reviendrez en plateau nous en parler, c'est de savoir jusqu'à quand l'armée israélienne va être sur les défensives. Vraisemblablement jusqu'au 10 avril, au lendemain des élections, mais ça c'est un autre sujet et vous viendrez nous en parler. Merci Général Dangot d'avoir été avec nous en défense. On l'a appris en début de semaine, des Iraniens auraient été arrêtés en Argentine en possession de faux passeports israéliens, hasard du calendrier, presque 27 ans après l'attentat contre l'ambassade israélienne en Argentine, perpétré selon Israël par l'Iran. Damien Pashtar, vous êtes journaliste à I24 News et spécialiste de l'Argentine. Que sait-on sur cette affaire ? La raison pour laquelle les Iraniens ne sont pas arrêtés dans l'aéroport argentin, c'est parce que les Argentins en général ne sont pas habitués à confronter des problèmes qui sont relationnés avec le terrorisme international, même que l'Argentin a été la victime de 2 attentats en 1992 et 1996. La question principale, c'est à quelle étape de la préparation pour l'attentat, si est-ce qu'il veut faire un attentat, c'était au cours. Est-ce que les 2 Iraniens ont été dans la première phase de l'attentat ou est-ce qu'ils ont préparé la dernière étape, ça veut dire l'exécution matérielle d'un attentat au futur? On reste avec l'Iran et ses services de cyberterrorisme qui auraient, selon le Shabak, hacké le téléphone de Benny Gantz. Comment est-ce possible sécuritairement de hacker le téléphone d'un ancien chef d'état-major? Regardez, on en parle juste après. L'Iran a-t-elle hacké le téléphone portable de Benny Gantz et celui d'Ehud Barak? Que contenait-il? Quel danger cela représente pour la sécurité du pays? Des questions que tout Israël se pose. Selon la deuxième chaîne de télé israélienne, le hacking des appareils d'Ehud Barak, téléphone et ordinateur, remonte à 6 mois. Et Gantz aurait été averti le mois dernier par le Shabak que les Iraniens possédaient le contenu de son appareil, professionnel comme personnel. Preuve de la gravité de la situation, le leader du parti bleu-blanc s'est empressé d'affirmer que son téléphone ne présentait aucun contenu sécuritaire compromettant. Pourtant, la situation est inquiétante. Si Gantz et Barak ont été atteints, aucun politicien ou militaire israélien ne serait à l'abri. En janvier dernier, le chef du Shabak, Nadav Argaman, avait averti d'une ingérence potentielle dans les élections israéliennes. Il n'avait désigné personne, mais à l'époque, tous les regards étaient rivés vers la Russie. Moscou qui aurait récemment donné à l'Iran une technologie pour hacker des appareils à distance sans que la victime ne s'en rende compte. Et pour parler de ce sujet justement avec moi, Emmanuel Lehmann, bonjour, vous êtes expert en cybersécurité, vous avez évolué dans le monde de la défense en France pendant plus d'une décennie. Alors techniquement, comme le veut l'adage et mon confrère dans la télévision française, comment ça marche de hacker un téléphone? Écoutez, vous avez un téléphone, j'ai un téléphone, généralement sous Android, sous iPhone, sur Apple. Il faut savoir que ces téléphones sont constitués de logiciels. Les logiciels comprennent des milliers de lignes de code. Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des ports dérobés. Et des individus sont formés à identifier les moyens, la manière d'accéder aux données de votre téléphone, par l'intermédiaire de ces bugs qui existent. Mais le fait même que les renseignements israéliens aient dévoilé le fait que le téléphone de Benny Gantz avait été hacké, cela veut dire concrètement, et c'est une confirmation, que les services israéliens sont capables de détecter un hacking d'une puissance étrangère? Alors, il faut bien faire la part des choses entre le hacking d'un téléphone, le hacking d'un serveur informatique, de tout un réseau informatique ou d'un ordinateur. C'est des choses qui sont vraiment différentes. Sachant ça, effectivement, il est possible de détecter des signes de hacking sur des terminaux mobiles, sur des ordinateurs, de différentes manières. Soit en analysant, par exemple, le trafic
qui sort de ce téléphone. Lorsque vous appelez quelqu'un, par exemple par WhatsApp, il y a de la data qui sort. Lorsque vous envoyez un email, il y a de la data qui sort. On peut analyser ce qui sort de votre téléphone, mais on peut aussi analyser votre téléphone, le matériel et je dirais l'empreinte logicielle qui se trouve sur votre téléphone pour vérifier que tout est conforme. Mais Emmanuel, c'est la faute de celui qui est pris en flagrant délit ou ça peut arriver à n'importe qui? Ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire que c'est pas la faute de Benny Gantz d'avoir été hacké en clair? C'est pas de sa faute. Je veux dire, avec un téléphone normal, je vous l'ai dit, les risques sont présents. On peut acheter sur le marché, sur le dark web, des failles pour exploiter, pour entrer sur un téléphone iPhone pour des sommes allant jusqu'à 2 millions de dollars. C'est pas à la portée de n'importe qui, mais des entités criminelles sont prêtes à payer pour ça, des entreprises spécialisées dans la sécurité aussi, et des États, bien sûr. Ça veut dire que la frontière aujourd'hui entre la cybercriminalité et le cyberterrorisme est quasiment mince, sur le même front finalement. Effectivement, tout est entremêlé aujourd'hui. Je dirais même plus qu'on peut dire que pour certains États qui travaillent directement avec des cybercriminels, parce que ça leur met à disposition des ressources qu'ils n'ont pas automatiquement. Donc, tout est une question d'argent, malheureusement. Ça veut dire que la Russie, pour ne citer qu'elle, avec les systèmes de hackers dont elle dispose, pourrait très bien utiliser, comme on l'a répété, comme on l'a affirmé sur i24 News, utiliser par exemple les systèmes de cybercriminalité, de cyberterrorisme du Hezbollah par exemple. C'est tout à fait envisageable. La Russie a effectivement de très gros moyens. Les puissances de ce type ont des cyberarmées, comme la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Baruch Hashem, on a aussi des unités cyber qui sont là pour nous défendre, pour nous protéger et aussi pour, certaines fois, attaquer nos ennemis. Alors ça veut dire quoi? Que au pays de la cyberprotection, je parle d'Israël, le système zéro n'existe, la menace zéro n'existe pas? La menace zéro n'existe nulle part malheureusement. Ce qu'on est capable de faire, c'est mettre en place des barrières, des protections et des systèmes d'alerte pour parer à d'éventuelles attaques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aujourd'hui, face à l'attaque iranienne, vraisemblable, Israël va contre-attaquer? À la guerre comme à la guerre. Effectivement, on ne va pas se laisser faire, bien sûr, mais de toutes les manières, je veux dire, en tant que puissance, en tant qu'État-nation, c'est dans le devoir de l'État d'anticiper les mouvements de l'adversaire et de faire du renseignement, de toutes les manières. Et qui dit renseignement, dit aller pêcher du renseignement. Bien entendu. On n'en saura pas plus. Merci Emmanuel Lehmann d'avoir été avec nous. On vaste sujet, vous reviendrez pour nous parler bien évidemment de cette frontière entre cybercriminalité et cyberterrorisme. C'est assez vaste comme sujet et en même temps tellement pas transparent et surtout beaucoup plus opaque que ça en a l'air. Emmanuel Lehmann, vous restez avec nous parce que vous allez voir, on l'appelle l'unité scientifique, je ne sais pas si vous avez entendu parler, elle s'appelle l'unité Eitan. Elle est cruciale au sein de Tsahal, sa mission, rechercher et localiser surtout des soldats disparus sur le champ de bataille. Regardez. 179, c'est le nombre de soldats disparus dont s'occupe l'unité Eitan. La majorité issue de la guerre d'indépendance, car cette unité a été créée en 1948. Les derniers en date sont tristement célèbres, Oron Shaul et Hadar Goldin, tombés au cours de l'opération Bordure Protectrice. Notre but, travailler le plus vite possible pour trouver et ramener le soldat, peu importe son état de santé. Et si vous ne trouvez que des membres de son corps? On ramènera ce qu'on trouve. Il y a 2 ans, nous avons découvert sur le terrain des membres de certains soldats et nous les avons ramenés. Les membres de l'unité Eitan sont tous volontaires et réservistes. Leur mission, ne jamais cesser de chercher, même quand un soldat est tombé en mer et que les chances de le retrouver sont quasi nulles. Nous ne renoncerons pas, même si cette mission sacrée doit prendre des dizaines d'années, 70 ans. Le prix de la camaraderie nous oblige à agir sans hésitation pour nos frères d'armes, juifs, druzes, chrétiens, musulmans, bédouins et circassiens. On n'abandonne jamais un soldat derrière nous. Ces dernières années, la technologie a permis à l'unité de retrouver des corps, notamment en analysant les cartes de 1948 et en les comparant avec la réalité actuelle du pays. La particularité de cette unité scientifique, opérée conjointement avec les autorités rabbiniques militaires. Elles sont les seules, en fonction de la loi juive, à déterminer si les soldats enlevés ont bien été tués.
Et pour parler de ce vaste sujet, avec moi, une enquêtrice, Efat Inbar Abramov. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je précise, nous ne sommes pas de la même famille pour que les choses soient claires. À la recherche des soldats disparus, commandante, ça se passe comment concrètement sur le terrain? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Dans quel sens? Quand on sait qu'il y a un soldat qui est disparu ou dont on est sans nouvelles, sur le terrain, ça se passe comment lorsqu'on part à sa recherche? Nous avons des soldats qu'on ne sait pas où ils sont tombés, même pendant la guerre d'indépendance. Nous avons des soldats qui ont disparu lors de combats. Et il y a une différence. Dans les deux cas, nous tentons tout d'abord de vérifier quel était le dernier contact avec la victime, avec le disparu. Et on interroge des combattants, des témoins, des familles, de la famille, des documents, d'archives. Et bien entendu, sur le terrain, nous essayons de ratisser le terrain de manière à comprendre où il est tombé. Et quand on parle de combat, si c'est la guerre de la Seconde Guerre du Liban, où nous avons des commandements qui ont des enseignements, notamment dans Egos, et il a été malheureusement tué. Et dans l'affaire Bordure Protectrice, il y a des soldats qui ont été tués dans des tunnels, notamment après l'enlèvement d'Adar Goldin. Alors ça veut dire quoi, Ifat? Comment on fait la différence entre un soldat mort et un soldat qui est qualifié de disparu? Par exemple, Adar Goldin, puisque vous y êtes allé dans le tunnel, et Oron Shaul. Tout d'abord, nous avons des définitions différentes pour différents types de soldats. Nous parlons de disparus d'une façon générale, mais il y a 5 types de disparus dans l'armée qui sont vraiment disparus. 3 du combat de Sultan Yaakov, Ron Arad au Liban, et 2 soldats sont des disparus et prisonniers, Adar Goldin et Sharon Shaul, et 166 soldats dont on ne sait pas du tout où ils sont tombés lors de la guerre d'indépendance 99, 18 lors de la guerre de Kippour et tout le reste de 1955 à 1973. Mais les soldats qui sont tombés, on ne sait pas où, on ne sait pas où ils sont tombés. Dans le cas des prisonniers et des disparus, nous savons, selon nos estimations professionnelles, qu'ils ne sont pas encore, ils sont plus vivants et ils sont déclarés comme des martyrs. Et si nous n'avons pas d'informations sur, ils sont disparus. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop lugubre. Comment on sait si un soldat est mort? Ça veut dire qu'on a retrouvé certaines parties de son corps? Il y a des estimations des professionnels selon les découvertes sur le terrain, des actes de violence, la situation du soldat, l'état du soldat, et même dans le cas de Regev et Goldwasser, et même maintenant, nos experts sont ceux qui ont défini leur situation, mais nous ne rentrons pas dans les détails, mais il est clair qu'il n'y a pas de facilité, on ne va pas trop vite pour déclarer que quelqu'un n'est plus en vie. Vous travaillez de manière étroite avec les rabbins de l'armée. Qui prend la décision au final? Tout d'abord, il y a des choses comme la question des disparus et des martyrs prisonniers qui sont secrètes. Et notre action tous les jours reste secrète. Mais par rapport à ce qui s'est passé à Bordure Protectrice ou la guerre du Liban, nous avons des dizaines d'inspecteurs et donc 50 qui vérifient tous les jours, qui cherchent tous les jours les soldats disparus. Et nous avons en fait des enquêtes
qui sont sur le passé, mais dans les 10 dernières années, nous avons découvert 5 disparus, aussi 2 aussi qu'il n'y a pas si longtemps que nous avons découvert à côté de Yad Mordechai et le corps d'un pilote. Mais dans les choses plus difficiles, il y a toujours des recherches et nous découvrons des documents et nous nous appuyons sur beaucoup d'institutions. Il y a les services de sécurité, le rabbinat de l'armée, il y a la Croix-Rouge, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, les services archéologiques. Mais à la fin, nous construisons un dossier et le soldat qui est porté disparu, comme Ardar Goldin, par exemple, l'équipe qui recherche arrive à des conclusions. Il y a des expertises dans des équipes qui intègrent le rabbin, le grand rabbinat pour arriver à une décision finale, la décision finale. Yifat, il y a un nom, ça sera ma dernière question, plutôt rapidement. Ron Arad. Ron Arad, nous ne savons pas plus que vous savez. Nous avons développé énormément d'efforts pour le... Nous n'avons rien que nous pouvons décider par rapport à son statut. Est-ce qu'il a envie ou pas envie? Et après la longue période qui est passée, on ne peut rien dire de plus. Vous étiez en service à cette époque-là, j'imagine, au moment où la décision a été prise. Est-ce qu'on continue de chercher? Nous n'avons pas de dossiers qui sont clos. Il y a des dossiers qui attendent des nouvelles informations. Ce n'est pas que maintenant, il y a des dossiers qui dorment et tout d'un coup... Il y a des dossiers que je travaille dessus depuis 12 ans. Des personnes âgées restent témoins. Et tout d'un coup, nous trouvons dans les archives des documents et nous comprenons où a eu lieu le combat et nous rouvrons le dossier. Et après 12 ans, nous pouvons retrouver des membres de la famille et pouvons les contacter en cas où il a été retrouvé. Merci beaucoup, Yifat. Inbar Abramov, et je précise... Inbar Abramov, je précise que vous êtes volontaire et ça, ce n'est pas forcément tout à fait naturel et vous faites un travail au quotidien pour trouver justement ces soldats disparus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Réserviste. Merci à Maurice Ifergan d'avoir assuré la traduction et l'interprétation. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine. Même heure, même plateau sur i24 News. Merci.